Je suis ravie de vous présenter Anquela et Nina Gomez, qui nous parleront de leur expérience de recherche en création dans le cadre du projet Sabbat de nos solitudes, présenté le 4 octobre de 2020 à Massy, au rez-de-chaussée, dans une salle qui aujourd'hui est occupée par un autre projet de recherche en création. Alors, la performance qui a eu lieu le 4 octobre, c'était une présentation, une performance cantée, chantée, dansée autour de Delena Céspedes. Et j'ai eu le plaisir de y être. Et hier, Anne m'a demandé, mais Gretchen, qu'est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que reste en toi de cette performance-là? Et j'ai sorti un mot, femme. Alors, est-ce que c'est une histoire racontée par la fiction ou bien une fiction nourrie par l'histoire? En tout cas, ce n'est pas history, but her story. Pour ceux qui sont ici, qui parlent anglais, merci de me faire signe. For people that are here that only speak English, just let me know. I have a PDF prepared for you that is a translation of the presentation. So just give me a little note in the conversation box and we can send that to you. Para las personas que necesiten la traducción en inglés, désolé, no está en español, pero podemos hacer en inglés. Puede me mandar un mensaje en conversación, por favor. Gracias. Alors, agrégé d'espagnol, ancien membre de la Casa del Valesques, Anquela est professeure de littérature espagnole du siècle d'or à l'Université de Grenoble-Alpes. Elle est membre du laboratoire ILCA 4, spécialiste du roman et du théâtre au XVIIe siècle. Elle s'est également intéressée à l'histoire de la culture écrite et des formes imprimées, à l'histoire du livre et de la lecture à l'époque moderne. Elle a co-dirigé avec Christophe Couderc le domaine espagnol du projet ANR, les idées du théâtre, France, Italie, Espagne, du XVIe au XVIIe siècle. Depuis 2017, elle dirige un programme de recherche transversale qui a conduit à la publication de plusieurs travaux consacrés à la relation entre poésie et musique, traduire la chanson, chant et nation de la culture populaire à la culture savante, chanter les poètes. Et elle a récemment réorienté ses recherches vers l'histoire de la danse en Espagne du XVIIe siècle. Et là, j'ajoute quelque chose qui n'est pas dans son biographie, elle est danseuse. Et donc, elle a changé son statut, si vous voulez, dans ce travail-là, de devenir une performeuse. Et je tiens à dire que c'était un grand courage que j'ai témoigné dans ce projet-là, sur les coulisses, si vous voulez. Elle m'a dit d'être professeure de siècle d'or était exclusif, son corps physique et l'expression pratique d'un danseur étaient réduits au silence par avant. Et j'étais vraiment touchée, et j'ai des chairs de poule quand je dis ça, Anne, et en compagnie de Nina, de vous voir là aujourd'hui pour parler de votre expérience corporelle, chantée et cantée. Véronique Gomez est conteuse, elle est à côté d'Anne aujourd'hui. Entre le conte traditionnel et la littérature contemporaine, très tôt se glissent les contes licencieux, l'amour courtois des troubadours et trobarites. Des histoires graves ou lestes servies avec malice dont Les ailes de plaisir, le titre, accompagné par le musicien Vassel et Mézoar. Fricassé de plaisir, autre création, Nuit facétieuse, autre, deux créations avec sa complice canteuse Brigitte Agulon. Sa tendresse pour les destins de femmes s'exprime, destin de femmes, et dessins aussi peut-être, s'exprime dans une première écriture au Bépin, un récit de vie hommage aux femmes de ma tribu en 2007-2008. Le conte l'emporte aussi vers des rives lointaines en Martinique pour un mois de résidence, collectage, réécriture, spectacle. Ce travail plonge brutalement dans la mémoire des habitations, sujets sensibles qu'elle saisit dialectiquement au fil de rencontres et témoignages. Nourrie de ces confrontations, elle bâtit et présente au Fort-de-France le Moulin du Diable, adaptation de la version antillaise « Pourquoi l'eau de mer est salée ». Une histoire marquée par le fouet de la grande histoire. Avec la robe rouge, elle aborde une autre version de l'oralité. Un long chemin de patience avant de trouver l'équilibre, le jeu subtil entre l'écriture et l'orature, et je pense qu'elle va bien nous parler de cela aujourd'hui, de cette pratique en tant que conteuse. Entre l'ombre et la lumière, entre la merveille et le chaos aussi, le récit
d'une quête initiatique. Elle enseigne des raconter d'ateliers d'oralité au milieu scolaire et au complément de projets pédagogiques, notamment auprès d'élèves en difficulté d'apprentissage. Alors, je suis jusqu'à côté d'Anne et Nina dans un bureau. Et Anne et Nina sont dans la salle des archives, portée par Alice Falco et Anne Cuella. Et la conférence va durer à peu près 75 minutes. Nous passerons par les questions par la suite. Vous pouvez envoyer les questions comme d'habitude dans le boîtier de conversation ou bien oralement. Et maintenant, je vais dire, c'est à vous. Ah, juste une petite chose avant. If English people are on line right now, just to let you know, it's going to be about a 75-minute talk. So get a cup of tea, glass of wine, or a cup of coffee, sit back and enjoy this lovely talk. C'est à vous, Nina et Anne, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Gretchen. Donc, merci à tous les participants. Je suis vraiment très, très heureuse de vous voir nombreux. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais faire ce partage, ce retour sur notre création avec Nina. Et je voudrais dire avant toute chose que ce cadre dans lequel je vais faire ce retour, ces rencontres chères, organisées par la Maison de la Création et de l'Innovation, est un cadre particulièrement stimulant, puisqu'il va nous permettre de porter un regard rétrospectif et presque extérieur, puisque 18 mois nous séparent de cette expérience. La pandémie nous en sépare également, l'expérience du confinement. Tout cela nous a comme, enfin, c'est le sentiment que j'ai, m'a comme détaché de cette expérience, comme si le cordon ombilical qui m'y reliait avait été coupé. Je voudrais donc aujourd'hui partager avec vous, exposer donc le contexte, les étapes de notre processus de création. Et au-delà de cette démarche descriptive, je pense que ce retour et cet écrit réflexif que j'ai rédigé pour aujourd'hui, cet écrit m'a éclairé sur ce qui s'est joué au sens propre et au sens figuré, ce qui s'est joué pour moi en tant que chercheuse dans cette création. Je pourrais dire que deux solitudes se sont enrubannées, ma solitude de chercheuse et ma solitude de danseuse. Des solitudes qui ont été enveloppées par le public. Le public, c'est cette somme d'individus auxquels j'étais reliée en dehors de la scène, puisqu'il s'agissait d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, d'artistes, d'amis, de nos sœurs. Et donc, avec ce public, nous avons cherché avec Nina à entrer en interaction, co-construire quelque chose, co-éprouver, ressentir, vibrer, éprouver des sensations, éprouver des émotions à travers cette création et activer ces émotions en activant une mémoire historique. C'est ce que je vais expliquer par la suite. Et de cette heure partagée avec le public, il ne reste que quelques photos. D'ailleurs, j'en profite pour remercier très chaleureusement Michel Morin et Alain Anselem qui nous ont fait des photos magnifiques. Il ne reste que des photos, il reste des textes, il reste des carnets, il reste des enregistrements audio et quelques images vidéo captées par des téléphones portables, mais aucune captation vidéo in extenso. Et ce qui n'était pas un choix délibéré s'avère finalement un élément positif à la lumière de la pandémie que nous traversons. Positif parce qu'en cette période où nous sommes saturés d'images, saturés de Zoom, de vidéos, de films, il me semble que la trace la plus précieuse de cette création est la sensation physique qu'en ont gardé chacune des personnes présentes. Certaines d'entre elles, certaines de ces personnes, nous ont fait le cadeau de nous transmettre par écrit ces sensations et nous vous ferons entendre leurs paroles précieuses. L'obscurité particulière de la salle noire, cette salle C5 qui se trouve à la Maison de la Création, cette obscurité, les sensations olfactives qui régnaient dans la salle, puisque nous avions choisi avec Nina de diffuser des senteurs rares et anciennes qui envelopperaient littéralement les corps pendant la performance.
Dans cette salle noire, il y avait aussi la qualité des silences propres à cet espace. Tout cela faisait de cette performance un événement incarné, inscrit dans un lieu. Et comme le dit le chercheur Tim Creswell, il parle des attachements subjectifs et émotionnels qui lient les personnes au lieu. C'était donc une performance, à notre avis, intransposable, qui était née dans ce lieu et qui devait y rester. Une deuxième circonstance qui est arrivée à point nommé, c'est l'élaboration d'un travail de recherche qui s'appelle le glossaire WP1 du Performance Lab. Alors Gretchen pourra vous en parler puisqu'elle est à l'initiative de l'élaboration de ce glossaire. Et ce glossaire inclut un retour d'expérience comme forme de compréhension pour donner à lire une approche personnelle en montrant la mise en tension et la problématisation d'une notion face à des objets d'études spécifiques. Et donc, dans ce glossaire, qui est actuellement constitué de 74 termes, il y avait des termes que je connaissais, mais également d'autres qui étaient inconnus de moi. Et la connaissance de ce glossaire, de ces termes, m'a aidé à me constituer une sorte d'outillage mental pour penser, au sens de réfléchir profondément, à cette création. Et les 8 termes du glossaire qui vraiment m'ont sauté à la figure, si j'ose dire, qui ont fait écho à cette performance, sont les termes suivants. Ce sont archive, co-auteur, corps, genre, mouvement, oralité, rituel et rythme. Et donc, nous allons suivre avec Nina ce classement alphabétique des notions, qui est pertinent, me semble-t-il, mais qui est totalement arbitraire, mais le hasard fait très bien les choses. Et nous allons mettre ces notions en dialogue avec notre expérience de création, ou plutôt interroger l'expérience de création à la lumière de ces notions. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai pu glaner de précieux commentaires sur notre création auprès des spectateurs, et cela permettra de nourrir ce partage non plus depuis le point de vue de la production, mais depuis sa réception. Je remercie toutes ces personnes qui ont fait cet effort de rédiger des petits textes, de l'avoir fait. Alors, afin de vous plonger un petit peu artificiellement dans cette expérience de création, je vais partager avec vous quelques phrases de notre plaquette de présentation que nous avions donc diffusée avant la performance du 4 octobre. Le 4 juillet 1587, à l'issue d'un premier procès mené par la justice séculière, Elena de Céspedes se voit accusée de travestissement masculin, profanation du Saint-Sacrement du mariage et pratiques maléfiques afin de tromper les médecins chargés de vérifier qu'elle est une femme. À la lumière de ces accusations, le Saint-Office s'empare alors de l'affaire. Commence le long procès d'Elena de Céspedes, femme morisque, fille d'esclaves, chirurgienne, une voix singulière se dressant contre l'Inquisition. Cette création à 3 voix voulait retracer de façon poétique le parcours singulier et romanesque de cette sorcière savante, avide d'émancipation, d'indépendance et de liberté. Hélène apporte haut et fort la cause des femmes, la merveilleuse sororité qui les unit et partage avec le public les savoirs magiques qui habitent son univers. Alors au commencement, c'est la recherche universitaire. C'est une thèse sur laquelle je dois rapporter en vue de sa soutenance à l'université de Cordoue, en ma qualité de spécialiste d'histoire moderne et de rapporteur externe au jury. C'est cette thèse qui me fournit l'étincelle magique. Il s'agit de la thèse de doctorat de Rocío Alamillos Álvarez, intitulée Hechicería y brujería en Andalucía en la Edad Moderna, discursos y prácticas en torno a la superstición en el siglo XVII. Sorcellerie en Andalousie à l'époque moderne. C'est une thèse qui a été soutenue à l'université de Cordoue en 2015 sous la direction de Manuel Peña. Je lis cette thèse et comme nous avions depuis fort longtemps en projet avec Nina de collaborer artistiquement, cette idée
la lecture de cette thèse a donné comme une impulsion à ce projet que nous n'avions jamais réussi à mener à bien. Et toi, tu es une professionnelle des arts du récit, du conte, de la voix, de l'oralité, alors que moi, je peux dire que je suis plutôt une professionnelle de l'écrit. Je me suis toujours trouvée très en difficulté avec la parole orale, la parole spontanée. J'ai toujours besoin d'avoir un texte écrit sous les yeux. Et comme tu me connaissais depuis que nous étions ensemble au lycée, tu savais ma passion pour la danse. Donc, cette formation, danse classique, en danse contemporaine et surtout en flamenco, art que j'ai pratiqué en tant que semi-professionnelle dans le sud de la France, dans une compagnie qui s'appelait Ana Ana, dirigée par Isabelle Gasquet. Ainsi, mouvement, corps de mon côté, voix, oralité du tien. Et un autre point commun, c'est que nous aimons toutes les deux profondément la poésie et la littérature et que nous avons un espace commun qui est celui du rythme, le rythme des mots, le rythme du corps. Et nous tombons presque immédiatement d'accord sur un projet qui réunira le conte, le chant et la danse pour donner à entendre une parole de sorcière, c'est l'idée que nous avions au départ, pour faire résonner des formules magiques, des formules ritualisées, glanées précisément dans la thèse que je viens de citer, et dont j'avais perçu, en les lisant, le très fort potentiel performatif. J'y reviendrai tout à l'heure dans la partie rituelle. Et donc, je t'apporterai une matière issue de la recherche disciplinaire sur le siècle d'or, ce procès d'Elena de Céspedes, qui a constitué un point de départ, et la construction et l'agencement de cette matière serait porté par mes propres recherches, par nos réflexions scientifiques, en particulier avec ma collègue italianiste spécialiste d'histoire moderne, Cécile Terroscotto, qui malheureusement aurait aimé être ici aujourd'hui, mais elle n'a pas pu. Et il s'agirait donc de faire dialoguer deux types de recherches. La recherche historique sur les sorcières dans le monde méditerranéen à l'époque moderne, doublée d'une réflexion sur leur place dans l'espace public. Et donc, cette double entrée nous conduisit rapidement à questionner la violence de genre exercée à l'encontre des sorcières. Et c'est dans cette perspective que nous avons interrogé les documents inquisitoriaux ainsi que le discours de l'Église. Et ces recherches, à partir des sources inquisitoriales, du discours de l'Église, ont été confrontées à d'autres sources jusqu'alors peu exploitées, qui sont celui du riche patrimoine du conte populaire, donc de l'oralité, de la chanson traditionnelle, puisque nous avons, j'ai fait des recherches dans les cancioneros, dans les archives de l'Inquisition, pour essayer de retrouver peut-être des musiques sorcières ou des paroles sorcières, et on en trouve dans les procès. Il est fait allusion à ces musiques et ces chants de femmes qui se réunissaient lors du sabbat. Donc, il y a dans la performance, nous chantons, enfin c'est Nina qui chante Pampano Verde, Pampre verte, qu'elle chante d'ailleurs à 2 reprises sur scène. Et nous avons également confronté l'iconographie des XVIe et XVIIe siècles, comme vous pouvez voir cette gravure qui est tirée d'une gravure de l'ouvrage de Pierre de l'Ancre. Et cette iconographie, nous avons voulu la transformer dans la performance en une sorte de personnage muet, comme nous verrons plus loin. Et parallèlement à ce travail de recherche historique, à travers la récupération des voix singulières de ces sorcières du passé, nous avons conçu ce projet artistique visant, comme je le disais tout à l'heure, à faire résonner ces voix, à performer ces savoirs, pardon pour la formule un peu présomptueuse, performer ces savoirs et de parvenir ainsi à une sorte d'hybridation entre recherche scientifique et création artistique. Et le premier impulso dont nous avions besoin pour mener à bien ce projet, c'était un cadre qui légitimerait cette démarche. Être légitime, être crédible, être audible sur le terrain artistique, lorsque vous êtes estampillé scientifique, ne va pas de soi.
sciences humaines, certes, mais sciences quand même. Et donc, si la chercheuse en littérature et culture du siècle d'or était relativement dans la lumière, si j'ose dire, sur le plan institutionnel, elle se sentait enfermée dans un corps de femme tronc, celui que l'on cache derrière une table, derrière un bureau. Et à l'inverse, la danseuse était tapie dans l'ombre, cachée au regard, alors qu'elle possédait par ailleurs un corps libre et désireux de se déployer dans une multitude de mouvements. Et donc l'appel à projet de la Massy a joué un rôle de déclencheur d'idées, ou plutôt d'accélérateur et de légitimation de notre projet. Le fait d'être lauréate de cet appel à projet nous a permis de bénéficier de conditions matérielles optimales pour le montage. C'est-à-dire que nous avons eu à notre disposition une salle de répétition à l'espace scénique transdisciplinaire, où nous avons répété tous les mercredis matins de janvier à juillet. Et nous avons eu également la possibilité d'avoir une résidence de travail dans cette fameuse salle C5 que je vous ai montrée en photo tout à l'heure, où nous avons résidé une résidence de 3 semaines en septembre 2019. D'ailleurs, c'était assez émouvant pour nous, puisque cette salle, nous l'avons inaugurée, me semble-t-il. Nous avons été les premières à présenter une performance dans la salle. Et nous avons obtenu une subvention de 1 000 € sur les 5 000 demandés. La notification indiquait, je cite la notification que nous avons reçue, le budget de 1 000 € alloué au projet Paroles et gestes de sorcières, parce qu'à l'époque, on ne l'avait pas encore baptisé Le sabbat de nos solitudes, je vous expliquerai le titre plus tard. Donc, le budget de 1 000 € alloué au projet tient compte des évaluations du jury. La subvention est accordée à l'atelier de travail préparatoire. Voilà ce qu'on nous a indiqué. Donc, ces 1 000 € ont été versés intégralement aux artistes professionnels qui m'accompagnaient dans cette aventure, qui sont donc Nina, Charlotte Gomez, plasticienne, et Jonathan, qu'on ne voit pas sur la photo, et qui était donc notre technicien son. Je reviens quelques instants à mon intervention en tant que chercheuse. Je tenais donc à allier mon travail de recherche disciplinaire et la création. Et j'entends par recherche celle que je mène dans mon domaine de spécialité, qui est donc, pour faire rapide, l'histoire culturelle du siècle d'or. Discipline, champ, que j'ai récemment réorienté, et je pense que la performance y est pour beaucoup, réorienté vers l'histoire de la musique et de la danse en Espagne à l'époque moderne. Et je souhaitais réunir des historiens espagnols et italiens, spécialistes d'histoire des sorcières et de la sorcellerie. L'historien Carlo Ginzburg, que nous avions invité, également Martino Storero, n'ont malheureusement pas pu venir parce qu'ils n'étaient pas disponibles, mais nous avons invité d'autres chercheurs que vous verrez tout de suite sur le programme. Donc, en organisant une journée d'études suivie de la performance, je savais que le public d'historiens serait également le public de notre création. Et peut-être ai-je cherché par ce biais, et de façon totalement inconsciente, une légitimation de ma recherche artistique. Je trouve, voilà. Donc, vous avez là l'image du petit flyer avec la description de la performance. Et voici donc ce que vous avez sous les yeux, le programme de la journée d'études. De Maria Tausiet, donc vous voyez, elle est intervenue sur la question de murciélagos muertos y sapos vestidos, magia de género en la temprana edad moderna. Donc de Maria Tausiet, spécialiste de la sorcellerie en Espagne à l'époque moderne et conférencière plénière de notre journée d'études, je ne citerai par manque d'espace que cet ouvrage qui est fondamental, Ponzoña en los ojos, brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI. Son regard d'historienne, qui avait dépouillé tant et tant d'archives lors de ses recherches sur la sorcellerie en Aragon, son regard m'importait au plus haut point. Et mon souci de légitimation a été totalement comblé.
Maria Tausiet m'a écrit le commentaire suivant à propos de la création. Je n'avais jamais ressenti un document historique de manière aussi vivante, aussi émouvante et aussi présente, grâce aux émotions qu'il produit, que dans ce spectacle. En réalité, l'expérience artistique échappe au genre, et ce mot spectacle ne sonne pas bien, précisément parce qu'il combine différents éléments. L'histoire, avec un H majuscule, la voix, le chant, la danse. L'émotion historique est transmise grâce à la musique, la voix, mais peut-être et surtout grâce au corps, à ton corps, corporéité, physicalité. Le corps et l'âme indifférenciées, l'âme incarnée dans le corps et vice-versa. Un autre commentaire sur le rapport à l'histoire, avec un H majuscule, et aux archives, me semble également très, très juste. Je me souviens d'une histoire qui transporte, qui emmène dans le passé, mais aussi dans le présent, tant elle est contemporaine et dans l'air du temps. Je me souviens de ces textes anciens. Je me souviens avoir pensé qu'il était formidable que tout cela ait été écrit un jour pour pouvoir le raconter plus tard. Je me souviens d'un mélange qui faisait de ce moment un spectacle unique et inclassable justement. Un spectacle d'où l'on sort plus érudit et émerveillé aussi. Et Manuel Peña, donc un des plus grands spécialistes de l'Inquisition et directeur de la thèse Étincelle, comme je l'appelle, est également intervenu lors de notre journée d'études. Et donc, je peux dire que j'avais réussi à réunir deux figuras, deux figures tutélaires, comme on dit en espagnol, et qui le représentaient pour moi vraiment des chercheurs importants, si j'ose dire, dans ce domaine. Et j'étais très heureuse de leur présence lors de la journée d'études, mais en tant que spectateur de notre performance. La journaliste Mona Chollet nous a également accompagnés dans notre réflexion. Et son ouvrage « Sorcières, la puissance invaincue des femmes », paru en 2018, a été aussi une source d'inspiration précieuse. Nous avions projeté de l'inviter, mais malheureusement, elle n'a pas pu être présente ce jour-là. Et selon elle, la sorcière peut servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les dominations. Et ainsi, nous voulions répondre de façon poétique à deux questions auxquelles le livre de Mona Chollet répondait sous la forme de l'essai. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie? Quel type de femmes ces siècles de terreur ont-ils censuré, éliminé, réprimé? Il fallait également faire dialoguer nos réponses poétiques avec nos propres questionnements en tant que femmes. Sortir de l'histoire pour approcher une histoire intime, au prisme de notre propre histoire sensible. Et un commentaire d'une collègue historienne, Paloma Bravo, qui a été modératrice pendant la journée d'études et également spectatrice de notre création, me semble traduire d'une très belle façon l'articulation entre la dimension historique et la dimension poétique de notre création. Pendant la journée d'études, délivrés des anciennes passions, nous nous sommes approchés des sorcières pour tenter d'apercevoir leur visage. Par la grâce de l'érudition, nous avons vu leurs silhouettes se détacher et elles ont semblé nous regarder furtivement depuis l'autre rive. Puis elles s'en sont allées, comme si le son de nos discours savants ni ne les atteignait, ni ne les dérangeait. Enfin, la lumière de nos lumières s'est éteinte, et c'est dans le noir que la rencontre a opéré. Sur scène, une silhouette, ombre de femme projetée, signe tracé à l'encre noire, une silhouette s'anime. Le temps est aboli. Les bras
saisis par la danse, s'ouvrent comme des livres, et le corps sur scène devient archive. Il dit la solitude d'être soi, alors et maintenant. Le chant, les mots, les gestes exposent sur scène nos arcanes. Ce que nous avons échoué à voir pendant la journée est à présent offert en partage, en cette scène qui est, d'évidence, la première. Le verbe danse. Et donc, maintenant que le cadre est posé, nous allons explorer avec vous les 8 notions du glossaire que j'avais signalées tout à l'heure. Donc, je commence par archive. Notre quête n'était pas seulement historique, mais également artistique, puisqu'il s'agissait de faire émerger une ou plusieurs sorcières dont nous voulions faire revivre les gestes et résonner les voix. Ma rencontre avec ces femmes accusées de sorcellerie, ces brujas y hechiceras, il y a 2 mots en espagnol, m'a fait prendre conscience du rôle déterminant de ces femmes dans la construction d'une histoire sensible du féminisme. Je voulais retrouver la voix de ces femmes, m'approcher au plus près de leurs émotions lorsqu'elles furent accusées de sorcellerie, m'approcher de leur désir de femmes vieillissantes mais libres, les faire passer de l'ombre à la lumière, faire émerger du fond de l'histoire, avec un H majuscule, une figure qui correspond en tout point à la définition qu'en donne Anna Collin. Nommée sorcière, celle qui revendique l'accès aux ressources naturelles, celle dont la survie ne dépend pas d'un mari, d'un père ou d'un frère, celle qui ne se reproduit pas, celle qui soigne, celle qui sait ce que les autres ne savent pas, ou encore celle qui s'instruit, pense, vit et agit autrement, c'est vouloir effectivement éliminer les différences, tout signe d'insoumission et tout potentiel de révolte. C'est protéger coûte que coûte les relations patriarcales brutalement établies lors du passage du féodalisme au capitalisme. Anna Collin, dans la postface du livre de Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Sorcière, sage-femme et infirmière, aux éditions Cambourakis en 2015. Et grâce à cette quête dans les archives inquisitoriales, grâce et aussi, et il faut vraiment lui rendre hommage, grâce aux articles de Catherine Barbaza, nous avons pu extraire de cette énorme documentation un procès des archives de l'Inquisition pour sorcellerie très singulier et exhumer, au sens propre comme au figuré, une figure qui condensait cette double vision de la sorcière. Elena de Céspedes, également connue sous le nom d'Heleno de Céspedes, née en 1545 et morte après 1588. Elena est fille d'esclaves noirs et elle s'est mariée avec un homme et ensuite avec une femme. Elle a été jugée par l'Inquisition espagnole. La plupart des informations sur Céspedes proviennent du procès et des témoignages enregistrés par le tribunal de l'Inquisition. Dans la notification d'attribution de la subvention de la SFR Création, dont je vous parlais tout à l'heure, ces fameux 1 000 €, nous avons eu cette phrase a retenu mon attention. Projet qui présente un véritable intérêt en cela qu'il aborde une question importante et très stimulante, celle de performer des savoirs. L'idée pourrait être un peu plus développée. En l'état, l'articulation entre recherche historique et création artistique devrait être clarifiée. Donc, nous espérons apporter aujourd'hui les clarifications demandées. Cette archive, ce document inquisitorial que nous avons mis en scène grâce à la trouvaille du cyclo, cette archive donc nous a fourni une matière précieuse pour élaborer un récit de vie au sens de la définition que donne le lexique du drame moderne et contemporain. Le récit de vie au théâtre rompt avec la dramaturgie traditionnelle
en ce qu'il recompose par la narration pure, et non plus par un enchaînement organique d'actions, la vie d'un personnage, envisagé dans un cadre temporel souvent très large, qui peut aller de sa naissance à sa mort. Nous avons donc décidé d'adopter une forme relativement classique, le récit de vie oralisé, écrit et porté par la voix de Nina. Et nous avons souhaité faire dialoguer ce récit avec d'autres voix extérieures à cette narration. La projection de cette archive inquisitoriale, la projection du document, la projection de cette écriture, de ce graphisme, prendrait ainsi un sens poétique, intime. Cette écriture que je porterai comme un tatouage à même la peau, et lorsque je contemple cette photo, j'ai véritablement l'impression que quelque chose du travail de transformation des corps en images et des images en corps, dont parle Philippe Alain Michaud dans son livre « Abby Warburg et l'image en mouvement », quelque chose de cette transformation a eu lieu. La deuxième notion, celle de co-auteur. Ce travail de réflexion artistique a donc été co-construit avec Nina Gomez, conteuse, Charlotte Gomez, artiste plasticienne, et Jonathan Gagnereau, donc permanent, technicien son et lumière, permanent du théâtre Sainte-Marie d'en-Bas, alors dirigé par Antonio Placer. Très vite a surgi, lorsque nous avons commencé à réfléchir à la forme de cette performance, a surgi l'idée d'interroger les modalités traditionnelles de la présentation de travaux universitaires et les modalités de la performance artistique. Dès le départ, donc, c'est imposé l'idée ou l'envie de mélanger les rôles. La chercheuse, la danseuse, la conteuse, la plasticienne, qui cherche. Le bureau, seul véritable élément de décor, était là comme une synecdoque de cette activité de recherche. Qui danse, qui raconte, qui dessine, qui donne à voir l'intime. Et donc le sabbat de nos solitudes, ce titre qui est un vers tiré d'un poème de Marjorie Agostín, une poétesse chilienne, La bruja me dicen, el aquelarre de mi soledad, ce titre, cette performance, le sabbat de nos solitudes, est le fruit d'un travail de création collective. C'est très important de le souligner. Nous étions donc 3 femmes co-autrices, issues de formations, de spécialités, d'expressions artistiques très différentes. Nous avions également des parcours de vie très différents, mais une sensibilité au monde commune. Et Charlotte a eu l'idée d'un petit livret à offrir aux spectateurs et aux spectatrices dans lequel nous révélerions une pensée intime de cette création commune. Et voici un petit extrait de ma déclaration d'intention, de ma note d'intention. La sorcière qui m'a le plus émue ou impressionnée dans mon enfance, ce n'est pas la vieille femme laide et maléfique de Blanche-Neige, mais une sorcière qui avait la beauté et la blondeur éblouissantes d'une très jeune Marina Vladi dans un film d'Aimé Michel de 1956. Cette sorcière suédoise qui vivait au cœur des bois, en osmose avec la nature et les animaux, et prise de liberté, mourait lapidée à la fin du film par des villageois haineux. C'est peut-être la violence de cette scène qui est à l'origine de l'expérience artistique de recherche-création que j'ai voulu entreprendre et dont je livre aujourd'hui le résultat. Cette performance a été nourrie par des recherches sur les sorcières et la sorcellerie en Espagne à l'époque moderne, mais c'est une autre posture qu'il a fallu adopter. C'est dans le domaine des émotions et de l'imaginaire, dans les zones obscures de mon impudeur, qu'il a fallu creuser afin de dévoiler le sabbat de ma solitude. De ce travail de création collective a surgi rapidement ou progressivement un synopsis. Bon, je vous montre un extrait de nos multiples brouillons. Nous avons rapidement décidé que Nina porterait la narration, donc le matériau historico-fictif qu'elle incarnerait par son corps et sa voix. Et je te laisse la parole afin que tu nous expliques
comment tu as construit ton histoire et comment s'est produit ce processus d'élaboration de ce récit oral. Bref, que tu nous révèles les secrets de ton travail de conteuse. Alors, un petit bout des secrets. C'est vrai que pour moi, en fait, le travail a vraiment commencé avec la découverte du personnage d'Elena de Céspedes. Donc, lorsque tu m'as fait part de ce parcours extraordinaire et puis on a pu creuser dans le procès, où là, on avait matière, et c'est surtout la thèse de Catherine Barbazza qui a été au départ, qui m'a beaucoup parlé. Donc, et ce personnage, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, est devenu d'emblée, pour moi, le personnage central de la performance. Et l'idée de déployer son destin hors du commun m'enthousiasmait beaucoup, ça me troublait aussi beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de mystères autour d'elle depuis sa naissance jusqu'à sa disparition. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, on a perdu sa trace en réalité. Et à partir de là, moi, je me demandais comment je pouvais l'approcher, comment je pouvais la connaître et dénouer les fils de son histoire au cœur de la grande histoire. Donc, j'ai commencé par des lectures. Donc, Anne m'avait fourni la matière et j'ai croisé 3 points de vue sur la personnalité d'Hélène. Celui de Marie-Catherine Barbazza. Donc, elle met en évidence, par rapport au personnage, la question de la subversion sociale et de la transgression. Ensuite, j'ai découvert aussi le point de vue de Roberto Morales Esteves, dont je retiens l'idée à ce moment-là du personnage de frontière. Elena naît en tant que femme et veut être un homme. Elle est femme morisque et veut devenir un homme catholique. Elle est entre 2 identités et se trouve aussi entre 2 cultures. Et enfin, et c'est le point de vue qui m'a sans doute le plus secoué, touché, je vais dire, c'est celui d'Emilio Maganto Pavone, qui analyse brillamment le procès inquisitorial. Et dans son épilogue, il s'interroge sur la thèse de l'hermaphrodisme, cette thèse que Elena défend lors de son procès devant les inquisiteurs. Et lui se demande, mais est-ce qu'elle était vraiment homme comme elle le prétendait? Depuis l'enfance, sa morphologie ne correspondait pas à sa mentalité, sa forme de pensée. Une pensée masculine dans un corps de femme qu'elle rejette. La chirurgienne, donc elle est devenue quand même une première chirurgienne à l'époque, première femme chirurgienne à être diplômée. Donc la chirurgienne qu'elle est veut faire entendre au juge cette thèse de l'hermaphrodisme comme quelque chose de réel. Et à partir de là, moi vraiment, cette Elena Heleno m'est apparue comme un être pluriel, un personnage à multiples facettes. Et je n'avais pas tant à savoir sa vérité que d'essayer de m'approcher au plus près de ce que je sentais, de ce qu'elle provoquait en moi. Et ce qui s'est imprimé alors, l'impression que j'ai eue, moi, c'était celle d'une femme qui aimait les femmes et d'une femme qui était plus que tout éprise de liberté. Et à partir de ce moment, donc j'entre en lien avec ce personnage. C'est là que commence un peu la cuisine interne quoi, du travail de la conteuse. Hein. C'est l'élaboration du récit et de sa mise en voix. Donc dans le milieu du conte, on parle d'orature. C'est qui se transmet de bouche à oreille sans avoir recours à l'écrit, ce qui est le propre du conte et du récit vivant. Mais pour notre performance, la forme était hybride, parce qu'à ce moment-là, il me faut composer avec la grande histoire et la fiction que je dois faire entrer à l'intérieur. Donc ça a été un temps vraiment de travail en profondeur pour approcher Elena au plus près, au plus juste. Et cette lente maturation se fait par la rêverie, dont Bachelard nous dit qu'elle travaille en étoile, et c'est vraiment ça. Entre Elena et moi, une intimité se crée, jusqu'à ce que je vive le souvenir de son histoire comme une expérience personnelle. À partir de là, je sais que je tiens le récit parce que je suis en familiarité, en connaissance avec le personnage et que je peux m'abandonner aussi, lui faire confiance. Donc, c'est ainsi qu'au fil des jours et des mois, la rêverie travaille en étoile
ouvre un champ des possibles où peu à peu, les images se déroulent comme un film. Les séquences s'élaborent sans forcément suivre un ordre chronologique, c'est selon ce qui vient dans l'instant, jusqu'à ce qu'un récit cohérent et structuré se mette en place. À ce stade du travail, j'ai deux options. Soit je peux retranscrire les tableaux rêvés et oralisés dans ma bulle, ou bien ne rien écrire selon la tradition de la transmission orale et faire confiance à l'expérience que j'ai traversée dans cette rêverie. Dans le cadre de notre performance, j'ai dû retranscrire le récit d'Elena. Je ne pouvais pas faire l'économie de passer par le texte écrit, puisque ce récit était l'axe, la colonne vertébrale du spectacle, autour duquel notre sabbat allait s'articuler, et que mes partenaires, que ce soit sur scène ou en technique, avaient besoin de repères. Donc je ne pouvais pas, moi, comme j'ai l'habitude de faire en tant que conteuse seule, me faire confiance uniquement à ce qui allait se dérouler devant mes yeux à l'instant T. J'étais obligée d'avoir cette trame écrite, donc il y a un récit qui a été retranscrit à partir de tout ce que j'ai imaginé. L'histoire d'Elena n'est pas un conte, mais je tenais à la raconter comme un conte merveilleux afin de lui conserver toute sa charge émotionnelle et que, comme un conte merveilleux, elle laisse son empreinte et nous pose question. Cette expérience émotionnelle, c'est la source de la narration, qui est portée par la puissance d'évocation, la présence, le rythme, le silence, la gestuelle, le regard. Sans quoi l'auditoire ne pourrait pas vivre sa propre expérience. Car c'est la singularité du conte que d'offrir à l'auditoire une expérience collective où chacun, chacune peut recréer le souvenir au fur et à mesure que se déroule le récit. C'est ainsi que la transmission orale prend tout son sens, et cette aventure ne peut se vivre que si la conteuse ou le conteur a fait tout ce travail d'intériorité, de lente maturation, de rêverie. Et un commentaire d'une collègue hispaniste qui nous écoute, Laurence Garino, éclaire la façon dont cette oralité a été perçue par elle et sans doute par d'autres membres du public. Le spectacle m'a profondément touchée par la dimension voix, la mise en scène de la voix, récitatif de la conteuse, voix des chants, voix de la lecture du grimoire. Magnifique mise en scène de la voix de la conteuse qui faisait de sa voix un personnage et pas un simple récitatif. Ce mélange de mises en voix différentes a créé une profondeur et a trouvé son unité thématique au-delà des styles, chant, récit, dialogue. Et nous avons donc décidé qu'à l'intérieur de cette narration, nous introduirions des tableaux, donc par exemple de la poésie dansée, par exemple un texte lu. Vous voyez ce moment où je lis un très beau passage de la Célestine, où elle évoque tout son savoir d'herboriste, de magicienne et de sorcière. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le souvenir qu'ont les gens de ce passage, il y a deux personnes qui ont gardé ce terme, qui parlent de lecture du grimoire. Oui. Voilà. Alors qu'en fait, c'est un passage de la Célestine. Mais voilà, ça avait ce côté c'est tellement… Oui, tout à fait. Donc, poésie dansée, texte lu, comme on peut voir ici avec cette projection. Ça, c'est une autre trouvaille de mise en scène, une projection sur un rétroprojecteur de plantes séchées. Et c'est surtout cette matière chantée que nous avons travaillé de février à juillet lors de nos répétitions du mercredi matin. Je vous partage un commentaire concernant la construction de notre performance. Il y a ensuite la bonne surprise de l'enchaînement, épisode de la vie de l'héroïne, soutenu par l'alternance des textes, de la danse et du chant sans temps mort. Après cela, il reste aussi le souvenir d'un vrai spectacle construit avec une mise en scène homogène qui alterne plusieurs arts majeurs. Le sujet est original et contemporain, bien qu'il soit basé sur une histoire très ancienne. Pour résumer,
Je suis entrée dans la salle en me demandant ce que pouvait être un sabbat de nos solitudes, et j'en suis sortie avec le souvenir d'une aventure digne d'un roman de Dumas. C'est donc le terme tableau qui a été le plus retenu par le public, puisque dans plusieurs commentaires, j'ai trouvé cette allusion au tableau. Je me souviens de tableaux, la danse en ombre chinoise qui met en valeur chaque geste, la conteuse, le bureau des registres anciens. Corps. J'emprunterai dans cette partie de belles réflexions d'Isabelle Lebras, qui exprime avec beaucoup de justesse la relation entre la poésie et la danse. Une relation au cœur de notre performance où la poésie dansée occupe une place centrale. Danser, c'est rencontrer son double qui évolue dans l'espace de jeu, une part de soi mise en métaphore par le poème, une part plus ou moins obscure et fantasmée. C'est par le corps que l'on entend le mieux. Elle, cette expérience de poésie dansée, nous fait entendre tout ce que l'on ne sait pas que l'on entend, nous mettant sur la voie d'une expérience plus intime. Mais elle nous fait aussi entendre la voix de l'écriture, cette voix qui n'est pas dans la bouche, cette voix muette qui n'est pas dans la réalisation vocale. Ainsi, il s'agissait d'animer 3 corps par une parole-mouvement. Le corps souvent statique de la conteuse, le corps chantant et vociférant de la danseuse, le corps discret de la chercheuse, se mouvant dans la pénombre ou s'effaçant dans l'obscurité, telle une passeuse silencieuse à la lumière des mondes. Comme elle l'indique dans sa note d'intention, comme Charlotte l'indique dans sa note d'intention, dont voici un extrait. Donc Charlotte, c'était ce personnage, cette passeuse qui se tient à la lisière des mondes. Révéler l'envers, se tenir au bord, considérer la marge, investir des souterrains, remonter les indices, mettre en lumière des vies minuscules, la figure de la sorcière pour penser l'altérité. Je passe maintenant à la question du genre. Sur le procès inquisitorial, donc vous avez ici l'image, figure la mention hermaphrodita. Le procès intenté par le Saint-Office contre Helena de Céspedes, hermaphrodite, est un document unique dans les archives inquisitoriales. Ce cas singulier dont vous a parlé Nina, d'une femme marginale et homosexuelle qui tente d'échapper à sa condition sociale en changeant d'identité sexuelle, en devenant médecin, chirurgienne, se complique encore plus lorsqu'elle brave tous les interdits pour épouser une autre femme. Et au-delà de l'approche d'une personnalité qui exprime sa différence, nous découvrons comment histoire sociale et histoire de la sexualité se rencontrent, cette dernière éclairant d'un jour nouveau la première, à travers une sexualité hors norme revendiquée par Helena de Céspedes. L'affrontement avec le Saint-Office autour de la thèse de l'hermaphrodisme, choisie comme défense par l'accusé, comme l'a expliqué Nina, permet de découvrir une nouvelle perception de ce phénomène par les inquisiteurs et les médecins. Sur l'hypothèse du travestissement, Maria Tausiet m'a partagé ce commentaire. La seule façon pour une femme d'être une personne à part entière à cette époque, car à l'inverse des hommes, elles n'étaient pas considérées comme telles, elles étaient animalisées ou infantilisées, la seule façon était de se transformer en homme, de se travestir. Mouvement. Aux questions « Qui êtes-vous » et « D'où parlez-vous » auxquelles les auteurs du glossaire dont je parlais tout à l'heure nous invitent à répondre, je pourrais répondre par ce poème de la poétesse Marjorie Agosin, La bruja me dicen, que je danse sur scène en le disant avec ma voix et mon corps. Texte
auquel j'ai fait subir plusieurs mouvements avant de le performer. C'est donc un poème en espagnol. J'ai mis la traduction en français pour les personnes qui ne parlent pas espagnol. Et bon, je ne vais pas le réciter, mais je pourrais dire que ce poème, La Bruja me dicen, m'a conduite à lui faire subir plusieurs mouvements. Le premier mouvement, c'est donc l'oralisation du texte afin de le faire mien, de faire corps avec ce poème qui célèbre l'union de la danse et de l'écriture poétique. Le second mouvement, c'est son dépôt, je pourrais l'appeler comme ceci, son dépôt au cœur d'une mélodie jouée à la guitare électrique par Giovanni Raggi, réciter ce poème sur cette guitare électrique, sur cette mélodie, qui est en fait issue d'une chanson de Violeta Parra qui s'appelle Gavilán, que certains d'entre vous connaissent peut-être, Épervier. Cette chanson de Violeta Parra, qui est considérée comme un véritable chef-d'œuvre, la célèbre folkloriste l'avait écrite pour un ballet nommé El Gavilán, qui est resté à l'état de projet. Danser cette chanson, ou plutôt cette mélodie, revenait à lui restituer son sens initial. En effet, les paroles de Gavilán, de Violeta Parra, évoquent une douloureuse plainte d'amour qui résonne avec les formules magiques que nous avons oralisées dans la performance. Je vous fais entendre la mélodie, si j'arrive à trouver le... Non, je n'arrive pas. Je voulais vous faire entendre la mélodie, mais je pense que c'est pas la bonne diapo. Ah, bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, ce poème a constitué le mouvement central de la performance. Un mouvement du passé vers le présent, puisque nous incluions un poème du présent dans la narration poétique d'une portion d'histoire, celle de la persécution inquisitoriale d'une femme accusée de sorcellerie dans l'Espagne du XVIe. Mouvement réel, puisque le poème était performé, oralisé et dansé, et il s'agissait de révéler par des mouvements du corps un mouvement intime, celui de la réunion d'un mois 10 juin, la chercheuse et la danseuse, enfin réconciliées. Et à travers ce poème vocalisé et dansé, il s'agissait de sceller une relation très forte, poème-voix-corps. Oralité. La voix de la chercheuse dans les diapositives, voilà. La voix de la chercheuse, Charlotte, est la première à retentir sur scène, dans l'obscurité et la solitude de son bureau. Elle accomplit son rituel et déclare sa formule magique face à son ordinateur, dans la pénombre. Ce soir, à partir de menus éléments d'histoire et de légende, à partir de ce mot « sorcière », je dérive, je rêve, je délire, je désire, je cherche. Cette formule magique, nous l'avions empruntée à Xavière Gauthier, figure majeure du féminisme en France, fondatrice de la revue Sorcière. Cette formule liminaire sera également la formule de clôture du spectacle. Ce soir, à partir de menus éléments d'histoire et de légende, à partir de ce mot « sorcière », je dérive, je rêve, je délire, je désire, je ne cherche plus. Puis une seconde voix qui résonne, une voix off, est la voix de l'inquisiteur lors du procès. Il oralise les questions qui étaient posées de façon systématique aux femmes accusées de sorcellerie. Il s'agit de la voix de Charles Gonzalez, c'est un comédien qui est connu pour ses pièces Charles Gonzalez et Camille Claudel, ou Charles Gonzalez et Sarah Kane, ou Charles Gonzalez et Thérèse Davila. Donc je vous fais entendre cette voix que l'on entend en voix off au début de la performance. Vous entendez ? Depuis quand es-tu devenue sorcière ? Pourquoi es-tu devenue sorcière ?
Comment es-tu devenue sorcière? Et qu'est-il arrivé à cette occasion? Qui as-tu choisi comme incube? Comment s'appelait-il? Quels démons et quels autres êtres humains ont participé au sabbat? Quelle musique y a-t-on joué? Et quelle danse as-tu dansé? Quelle marque du démon ton incube a-t-il fait sur ton corps? La narration distanciée, donc un autre élément de l'oralité, était donc ce fil conducteur porté et incarné par la voix de Nina, qui raconte l'histoire d'Elena de Céspedes selon une chronologie simple. Depuis son cachot, elle se remémore les étapes de son parcours, sa conquête de liberté, sa conquête de l'indépendance, sa conquête de l'amour. Et un autre corps occupe l'espace de la scène comme une apparition atemporelle qui révèle et donne à voir l'intime, l'inconscient, qui exprime une autre voix. Donc il y a aussi la voix qui va porter un poème, celle qui récite la Bruja me dicen, dont j'ai parlé tout à l'heure, la voix qui porte le texte littéraire, la fiction dans la fiction, la voix de Célestine, qui aurait rencontré Elena et partage ses savoirs ancestraux sur les plantes, et la voix qui porte la révolte. C'est un passage où nous chantons sur scène avec Nina « Me gritaron bruja » dont je vais vous parler tout de suite. À la question de savoir quel souvenir est le plus fort, un spectateur a répondu: le son qui revient en premier est le soy bruja, affirmé, répété, était dense. D'après le public, donc, et en jugé par ce commentaire, c'est un des temps forts de notre création. Comment est né ce Me gritaron bruja? Eh bien, lors d'une journée d'études sur l'artiste Ana Mendieta, qui était intitulée I'm Not Your Dead Latina, Ana Mendieta Survivance, organisée le 22 janvier 2019, une conférencière projette un enregistrement de la chanteuse péruvienne Eugenia Santa Cruz. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Voilà donc ce point de départ, cette chanson de Victoria Santa Cruz. Comme vous l'avez entendu, elle y affirme, elle y revendique son identité noire comme une victoire face à la violence du racisme. Et rythmiquement, il était facile de remplacer negra par bruja, sachant qu'Elena était fille d'esclaves noirs et que sa conquête de la liberté, la conquête de son identité passe aussi par l'affirmation, par la revendication de sa qualité de bruja. Il y avait là donc une matière forte à travailler. J'ai donc entrepris un travail de transposition et de réécriture en respectant le crescendo dramatique de l'original. De pronto unas voces terribles me gritaron: ¡Bruja! 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 ¿Soy acaso bruja? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser bruja? ¡Bruja! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Bruja! Y me sentí bruja, bruja,
como ellos decían, bruja, y me escondí, bruja, como ellos querían, bruja. Nunca chupé sangre ni niños maté, no bailo en los aires, yo bailo en la tierra y me escondí, y me escondí. Bruja, 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 bruja. Nunca maté niños, nunca chupé sangre. Yo bailo en la tierra, tierra, curo a la gente. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba, hasta que un día que me escondía, más no poder. Bruja, 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 ¿y qué? ¿Y qué? Bruja, sí, bruja soy, bruja, bruja, bruja soy, bruja sí, bruja soy, bruja, bruja, bruja soy. Que sepa la gente que quiero bailar, quiero volar, quiero curar, quiero amar y qué lindo suena, bruja, y qué ritmo tiene. Bruja, 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 bruja. Bruja, 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 bruja. Al fin comprendí, al fin, ya no me escondo, al fin, y avanzo segura, al fin, avanzo y espero, al fin, ya tengo la llave. Bruja soy. Et il y a également la voix qui porte le sentiment amoureux. Cette chanson, Pampano Verde, sur laquelle je danse, qui est le seul moment, pourrait-on dire, de véritable sororité, puisqu'il y a la... Je ne sais pas si vous voyez l'ensemble de la photo, oui. Il y a la Charlotte à la batterie qui donne la pulsation rythmique, il y a le chant porté par la voix de Véronique, et il y a ma danse, une bulería de Lebrija, le palo festif par excellence. Et je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'alternance de moments paisibles et furieux. Je veux dire, j'entends encore les modulations de la voix de Nina et je me souviens avoir eu la chair de poule lorsque tu dansais. Il y avait une émotion qui prenait aux tripes, vraiment, mais pas une émotion gratuite, une émotion éloquente qui disait le combat. Rituel. Nous arrivons à nos dernières notions. Comme je l'ai expliqué plus haut, ce sont les formules rituelles relevées dans la thèse de Rocío Alamilla qui attirent mon attention pour leur performativité. Et j'écris sur le champ à mon amie conteuse pour lui faire part de mon idée de spectacle. Je mets ce mot entre guillemets, spectacle, car il ne me semble pas convenir. Dans sa note d'intention, Nina raconte ainsi cette étincelle. Au commencement, une longue amitié se réveille après avoir dormi sous la cendre parfois. Et avec elle, le désir de mêler nos gestes et nos voix. Anne donne l'élan. Une première étincelle jaillit alors de l'obscur, une idée nommée Las Brujitas Flamencas, terreau fertile qui fera son levain pour laisser place au sabbat de nos solitudes. Et donc, ce sont ces formules relevées dans la thèse qui sont à l'origine de notre collaboration, comme je l'expliquais tout à l'heure. En effet, par la puissance de leur rythme, leur violence ou leur douceur, j'y capte la vibration d'une émotion. Et donc, quelques-unes de ces formules magiques sont oralisées sur scène en voix off, alors que Nina est sur le devant de la scène. Rythme. En espagnol, rythme se dit compás. Nos corps musicaux sont pensés comme porteurs d'un rythme, d'un compas spécifique en fonction des chemins de vie évoqués. Et comme le dit Emilia Sasson, la musique est beaucoup plus fidèle à la vie émotionnelle que le langage discursif grâce à sa signification inachevée. Le contenu émotionnel est toujours plus profond que n'importe quelle expérience intellectuelle. Il appartient au rythme du corps et de la vie. Il est pré-rationnel. Et par conséquent, il nous est apparu que la musique serait essentielle dans notre création. Ce serait une forme de fil conducteur émotionnel. Et sur le chemin de vie de Elena, il y a le compas de la bulería de Lebrija qui évoque son cheminement
à cheval, on dit comme ça, cheminement à cheval. C'est pérégrination, comme tu l'avais si bien noté. Voilà. Qui dit, oui, c'est pérégrination à cheval d'un point à l'autre de l'Andalousie, qui dit sa quête d'indépendance, si proche des rythmes africains de la chanson de Victoria Santa Cruz, qu'il avait été facile de transposer dans Me gritaron bruja. Le rythme du corps et de la vie, générateur d'émotions, au cœur de cette histoire de femme. Et je terminerai en citant l'artiste Patty O'Green qui dit qu'être sorcière, c'est un état profond qui permet de manifester notre pouvoir créatif dans le monde. Et grâce à ce spectacle, nous pouvons dire que nous nous sentons résolument sorcières. Voilà. Merci de votre attention.